parti. Deuxième partie de soirée. Pour cette deuxième partie, voilà, je vais vous faire un peu mes retours sur cette deuxième saison de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Ça fait 2 fois anneaux, ça me perturbe. À chaque fois que je le dis, ça me perturbe, mais bon, voilà, comme ça. Et ça fait quoi, Euh, 2 anneaux? Ça fait 2 anneaux, Bah, ça fait un beau mariage. c'est vrai. Ou alors ça fait un peu plus d'anneaux pour Sonic. Oh, ah, ça j'aime bien aussi. Oui. Alors, Le Seigneur des Anneaux. Alors, brièvement pour un peu dire un peu ce que j'ai pensé de la première saison. J'avais trouvé ça bien, mais vraiment sans plus. Il y avait des trucs qui m'intéressaient plus que d'autres, mais c'était surtout en fait pour une série qui avait autant d'ambition. Voilà, c'est une série qui a coûté, je ne sais plus, 500 millions alors je sais plus si pour 5 saisons ou juste la première. Enfin, en tout cas, ils ont fait un investissement majeur dès le début, et je pense qu'après, voilà, mais une série qui a coûté extrêmement cher. Et bon, après, visuellement, ça avait beaucoup de gueule, ça y a aucun problème, mais ça manquait une certaine un certain moteur derrière au niveau de l'écriture, voilà. Surtout qu'en même temps, il y avait la première saison de House of Dragon qui sortait, et clairement, la première saison de House of Dragon était meilleure que la première saison du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Donc voilà, un peu aussi victime de la concurrence, mais globalement, euh, j'en étais plutôt satisfait. Il y avait des trucs à améliorer, mais voilà. Oui, il y avait des trucs de droit aussi, du coup, ils pouvaient pas prendre tout le monde. Là, pour la deuxième saison, ils ont réussi à négocier d'autres trucs. Euh, donc bon, ils ont pu ajouter quelques trucs. Et oui, Matt, voilà, ça spoil un peu mon avis, mais oui, mais meilleur que la saison 1 et mieux que la saison 2 de House of Dragon, je suis d'accord. Eh bien, pourquoi ce verdict, tout simplement? Eh bien, euh, on va un peu essayer d'analyser ça genre par personnage, parce que ça peut être, il y a beaucoup d'intrigues qui sont en même temps. Du coup, voilà, j'essaie de un peu classer ça un peu au niveau de mes ressentis par personnage. Ça permet de bien classer la saison finalement. Donc, on me voit, on me voit plus. On me voit plus. On me voit un peu, on me voit. Pourquoi? Voilà, petite réinterprétation de la scène de Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Eh bien, tout simplement parce que ces personnages, on les voit pas beaucoup. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé les voir un peu plus. Donc, en haut à gauche, on a le magicien sombre, interprété par Kieran Hines, je crois qu'il s'appelle, qui était dans Game of Thrones, dans plein d'autres trucs. Qui est un magicien, voilà, qui est un peu sombré du mauvais côté. Il a une certaine présence, alors qu'il rappelle un peu Saruman, notamment au niveau Ah bah, j'ai failli te de, demander si c'était lui ou pas, de... vu que j'ai pas vu la série. Alors, c'est à 100%, on peut pas dire que c'est lui ou pas, parce qu'ils n'ont pas encore révélé son nom, mais je pense quand même dire que ce n'est pas lui, parce que normalement Saruman est censé tomber du côté obscur entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, et là on est des milliers d'années avant avant le même le Hobbit, donc D'accord. s'ils en ont un peu quelque chose à faire de la continuité, non. Après, sur certains choix, ils en ont pas grand chose à faire, mais c'est un peu moins dérangeant sur ces aspects-là. Là, si Saruman est déjà un méchant dès maintenant, là, ça perturbe vraiment beaucoup les films en fait directement, et je les vois mal faire ça, donc je ne pense pas. Ok. Donc voilà, une sorte de menace un peu sous-jacente dans vraiment la partie avec le magicien et les deux pieds velus. Voilà, donc un acteur qui a beaucoup de charisme, etc. Il a une diction très particulière, voilà, il a un look très cool. On le voit pas beaucoup, c'est un peu dommage, et c'est un peu notamment à cause de l'un des gros points faibles pour moi de la saison 2, c'est qu'on est un peu trop éparpillé, vu qu'il y a beaucoup d'histoires en même temps, je pense que ça empêche de développer certains trucs. Ensuite, en haut à droite, on a l'elfe Kirdan, voilà, qui est dans le lore, a une réputation très un des plus vieux elfes de la Terre du Milieu. C'est notamment l'un des seuls à porter une barbe, car normalement les elfes dans l'univers de Tolkien ne portent quasiment jamais la barbe, très peu d'entre eux, genre deux ou trois max. Donc voilà, il a une réputation c'est un fabricant de bateaux, enfin un artisan, un elfe très sage, qui a un rôle de leader un peu, pas spirituel, mais en tout cas intellectuel. Ouais, voilà, et ça se retransmet très bien dans la série. Voilà, il a même aussi dans la mise en scène,
transmet bien ce qu'il ressent vis-à-vis du fait qu'il peut pas forcément retourner au Valinor, de la manière dont il peut guider les autres personnages, dans la façon dont il est guidé par un peu les forces supérieures de ce monde-là. Donc voilà, un personnage qui est quand même un certain niveau. Alors je sais pas si je dirais d'attente, mais en gros, genre pour interpréter ce personnage-là d'une bonne manière, il faut quand même inspirer une certaine sérénité, une certaine confiance. Et voilà. On le voit surtout au début de la série, de la saison, pardon. Et beaucoup moins par la suite. C'est un peu dommage parce que voilà, c'est un personnage très très cool. Et en dernier, ouais, voilà, Tom Bombadil, qui pour le coup lui était beaucoup plus attendu. Alors, on n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment dans les écrits de Tolkien la présence de ce personnage-là avec ces personnes-là et à cette période-là. Mais vu qu'il a été notamment coupé des films de Peter Jackson, alors j'aime beaucoup les films, hein, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que c'est un personnage qui peut être particulier à adapter, car en termes de ton, ça peut faire une rupture très nette en fonction de là où on est. Voilà, c'est un personnage qui est pas forcément très très sérieux, qui chante beaucoup, enfin voilà, qui énigmatique, insaisissable un peu dans ses intentions, etc. Alors du coup là pour la série ils l'ont un peu plus rendu un peu plus terre à terre sur certains aspects parce qu'il se retrouve un peu comme un guide, comme un formateur pour je crois qu'il s'appelle l'étranger, donc le magicien gentil qu'on suit. Donc c'est un peu un rôle, ça rend un peu le personnage un peu plus direct, donc ça lève un peu de son aura. Mais après j'ai trouvé l'acteur, ouais là aussi un peu comme Kirdan, c'est un personnage qui est censé rassurer, qui inspire la campagne, la tranquillité, la joie de vivre, etc. Et là, il avait un peu ce côté un peu, oui, impertinent parfois, très relax. Il vit dans son coin tranquille. Il vient faire chier personne, on va pas le faire chier. Donc voilà, il a bien capturé, je trouve, l'esprit de Tom Bombadil dans l'interprétation. Donc voilà, j'aurais bien aimé en voir plus de ces personnages-là. Et j'espère qu'on les reverra un peu plus en saison 3. Je crois d'ailleurs que ça a été renouvelé officiellement, je suis pas sûr. Après les personnages que j'aurais aimé voir un peu plus, là j'ai vraiment abordé le nerf dans les points positifs. Selon moi, c'est vraiment s'il y a un ou deux trucs à retenir de cette saison, c'est ces deux points-là. Je vais commencer par le deuxième point, en gros le moins important selon moi. C'est le personnage de Hadar, qui est une création originale de la série. C'est pas une adaptation des écrits de Tolkien. Qui, voilà, un leader des armées orques, mais en opposition à Sauron. Donc ça amène un peu une certaine guerre, alors peut-être pas interne, mais en gros, même au sein des camps estimés comme méchants, il n'y a pas les mêmes visions à la fois de ce qu'ils veulent faire de la Terre du Milieu, de ce qu'est le peuple orc, de comment ils veulent les traiter. Donc voilà, Hadar est beaucoup plus dans une... D'ailleurs, Hadar, je sais plus si c'est en elfe ou en orc, ça veut dire père. Donc voilà, on est dans une position beaucoup plus protectrice en fait de son peuple qui considère comme le sien. En fait, c'est un elfe déchu, mais pour lui, c'est un Uruk maintenant et pas un elfe. Donc voilà, il y a un peu un côté où ça doit être un méchant, il y a des motivations très différentes de ce que veut un Sauron ou même un Morgoth. Donc voilà, ça amène des questions intéressantes sur, c'était aussi le cas en première saison, est-ce que les orques ne sont pas aussi finalement les enfants de Eru? Donc Eru, c'est le dieu tout-puissant de ce monde qui a tout créé, bah bref. Donc est-ce que les orques ne sont pas aussi un peuple légitime, comme les elfes, comme les nains, comme les hommes? Voilà. Et voilà, aussi, on voit aussi les questionnements des orques eux-mêmes sur pourquoi est-ce qu'on part en guerre, sur nous aussi on veut un foyer, on veut un endroit où on peut vivre en paix, alors une relative paix parce que c'est des orques et ça se tape dessus, mais avoir aussi un chez eux, voilà, après la première guerre, la grande guerre contre les forces du mal, ils se retrouvent un peu à la merci finalement des vainqueurs de la guerre. Et donc Hadar vient pour un peu apporter un refuge. Donc voilà, c'est un peu apporter la nuance chez Tolkien, qui est d'habitude beaucoup plus manichéen dans son approche. Alors aujourd'hui, ça paraît manichéen, mais bon, faut pas oublier que voilà, le Seigneur des Anneaux, c'est quand même l'une des pièces fondatrices, si ce n'est la pièce fondatrice de la fantaisie moderne. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quand même c'est quand même inspiré aussi
comme récit par les guerres mondiales, donc forcément il y a un côté très le bien contre le mal et ça se ressent dans voilà, ça reste quand même très très bien. Mais c'est vrai que la série vient un peu apporter de la nuance où ben, les méchants sont pas forcément toujours méchants pour être très très méchants. Alors certains comme Sauron sont beaucoup plus machiavéliques, manichéens. Et encore que il y a des traces de trucs un peu plus subtils, un peu plus sympas. Mais on a aussi par exemple dans le camp des gentils des motivations peut-être un peu moins nobles que d'habitude. Donc voilà, ça apporte un peu plus de nuances et c'est toujours sympa. Et c'est pas trop, c'est pas de cliché en mode ah ben en fait c'est pas les méchants sont pas si méchants. Si les méchants sont méchants, mais ils ont un raisonnement qui finalement, même si on partage pas le même point de vue, bah, par exemple le fait de vouloir que les orques, de vouloir un propre chez eux, bah, finalement c'est le cas de tout le monde en fait. Les hommes veulent aussi un royaume pour eux, les elfes aussi sont attachés à là où ils sont. Pareil pour les nains avec leurs montagnes. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut comprendre, et même s'ils font des choses répréhensibles, voilà, on comprend le raisonnement derrière. Euh, et donc le huis clos tendu, ce qui est pour moi vraiment le point positif de cette saison, c'est toutes les scènes finalement entre, alors c'est Charlie Vickers et Charles Martin qui jouent respectivement Sauron slash Anatar slash Halbrand euh, et Celebrimbor pour Charles Martin. Euh, et dans chacun de leurs scènes, à chaque fois, c'est masterclass. Alors au début, on est moins dans des scènes qui exigent un jeu très intense parce que voilà, donc Sauron, c'est le manipulateur. Donc au début, c'est toujours il s'immisce de manière assez subtile, assez douce, et au final, au fur et à mesure, il te fait faire des choses complètement horribles. Et c'est là où on sort des scènes beaucoup plus dures, quoi, poignantes, qui nécessitent un jeu beaucoup plus intense. Mais les deux acteurs fonctionnent très bien. L'acteur de Sauron, voilà, il arrive à jouer les côtés manipulateurs, terrifiants, mais aussi beaucoup plus, alors j'allais dire beau, mais en d'apparence beaucoup plus attractive, beaucoup plus sympa, à la fois dans sa manière de se présenter, mais aussi dans sa manière de parler, de demander des choses. Enfin voilà, donc c'est une évolution qui est plutôt sympa. Et donc ouais, voilà, les deux acteurs fonctionnent très bien. Les personnages aussi entre eux rebondissent bien sur voilà, ce qu'ils essaient d'accomplir au cours de la saison, donc voilà, les fameux anneaux. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a des scènes, c'est toujours parmi les meilleures scènes de l'épisode. À chaque fois qu'on change de scène pour arriver là-dessus, je me dis nice, c'est cool. Ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les aspects de la saison, mais en tout cas pour cette partie-là de la saison, oui. Voilà, ça commence bien, ça finit bien. Enfin, ça finit bien. C'est de bonne qualité, quoi. Quand je dis bien, voilà, c'est ça. C'est toujours aussi qualitatif de bout en bout. Voilà, voilà un peu pour les points forts de cette saison. Euh, Là aussi, là où je trouve que la série réussit bien son pari, même plus que la première saison pour moi, c'est qu'elle arrive à un peu plus les personnages. On arrive bien à s'ancrer dans les personnages finalement. Ben, on arrive à s'attacher à eux en fait finalement et à nous faire ressentir plein de choses. Et ça fait un peu bateau de dire que c'est tant mieux, mais c'est vrai que vu qu'on parle voilà des anneaux et qu'on sait qu'on se dirige vers une certaine catastrophe, voilà parce qu'on connaît ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux. Le fait de voir les personnages faire les mauvais choix, ça peut nous paraître facile pour nous dire ah ben non, faut pas faire ça, fais ci. Mais vu qu'on s'y attache, on, on est accroché par ce qui se passe parce qu'on a envie de les voir faire le bon choix, mais de manière beaucoup plus sincère, vu qu'on est attaché aux personnages, à leurs relations. Euh, donc voilà, on a un aspect tragique, c'est un peu voir Anakin dans l'épisode 3 faire toutes les choses horribles qui le mènent à devenir Dark Vador. On sait ce qui va se passer, mais si le récit fonctionne bien sur toi, si les personnages fonctionnent bien sur toi, ben on est quand même toujours aussi déçu de voir ce qui se passe, même si on sait que ça va se passer. Et là, c'est un peu ce qui se passe où, notamment pour le côté des nains qui reçoivent leurs anneaux, la relation entre le roi d'Urine et le prince d'Urine, donc père et fils, de l'avoir un peu se désagréger à cause des anneaux. On sait que ça va arriver, mais les acteurs sont très très bons. euh, les scènes sont bien écrites. Enfin, on choisit des moteurs pour faire avancer l'histoire avec des scènes très très cool. Voilà, on
parle de l'enfance, enfin de la relation père-fils, etc. Donc voilà, ça permet de bien retranscrire l'aspect tragique en fait finalement de la déchéance de certains personnages. Ça c'est pour les nains. Mais dans un côté un peu plus divertissant à voir peut-être, je sais pas divertissant mais on va parler de Kemen, voilà, donc qui est le personnage qu'on voit en bas à droite. Un petit con, hein, voilà, désolé pour le mot, mais voilà, c'est vraiment un personnage que la série arrive à te faire détester. Orgueilleux, arrogant, incapable, faible, enfin voilà, on y va bien. Mais on sent aussi que c'est ancré dans une certaine fragilité d'ego et de confiance en soi. On le voit notamment dans le rapport avec son père, qui devient très important à Númenor. Et on le voit qu'il n'a pas envie de décevoir son père, et d'ailleurs son père est très dur envers son fils. Hein, c'est vraiment. Enfin voilà. Après oui, t'as raison. Bah, attends, les deux c'est des mecs pas très sympas. Mais ça se voit que le père attend beaucoup de son fils, même trop. Il est très dur, et ça se voit qu'en fait ça se répercute un peu sur le fils. Donc ça a beau être une bonne ordure. Voilà, on comprend ce qui se passe derrière, mais on a quand même envie de, voilà, quand quelqu'un le frappe, on est en mode ouais, ça fait plaisir quoi. C'est un peu comme, je vais reprendre des termes que tu vas connaître, c'est un peu au catch quoi. Quand le heal on le tabasse, ça fait plaisir. Voilà, c'est pareil. J'approuve la comparaison. Donc voilà, la série arrive bien à tirer sur les voilà sur le côté tragique, le côté orgueil. Voilà, donc quand la série veut invoquer les trucs qui sont pertinents avec les scènes qu'on voit en termes de thématiques émotionnelles, ça fonctionne plutôt bien sur la plupart des éléments. Hein. Voilà, il y a des histoires qui fonctionnent plus que d'autres. En parlant qui fonctionnent plus que d'autres, là on va aborder un peu les points, je dirais pas qui fâchent, mais vraiment oui les points où tu es en mode bon, on va attendre que ça passe quoi. Cette saison, alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est voilà, on a une espèce d'étalement de tous les personnages et du coup certains personnages sont quand même assez défavorisés en termes de temps d'écran et de développement. Les pieds velus qui étaient quand même assez importants en première saison, ils sont un peu plus relégués au second plan et voilà, ils découvrent une autre communauté de pas tout à fait comme eux, mais quand même très similaire. Et on voit notamment que je pense que les rapprochements entre les deux communautés pardon, sont un peu les berceaux des hobbits modernes. Enfin, je pense que la série va vers là. Mais voilà, déjà que l'étranger, voilà, qui était accompagné par les deux pieds velus qu'on connaît depuis le début, et lui-même a un peu moins de temps d'écran qu'en première saison, j'ai l'impression. Euh, quand ils se retrouvent séparés, donc l'étranger et les deux pieds velus, on divise aussi le temps d'écran de cette histoire-là en deux. Et du coup, ben, la série se met à faire des choix. Et vers la fin de la saison, voilà, ces deux personnages n'ont plus vraiment grand-chose à offrir, je trouve. J'ai l'impression que la saison l'a aussi compris qu'en saison 3, soit les personnages n'apparaîtront pas, soit ils vont être remaniés pour intégrer quelque chose d'autre. Donc bon voilà, c'est en plus cette histoire-là n'était pas spécialement intéressante. Enfin le côté avec l'étranger, voilà, le côté magicien en devenir, c'est intéressant. Mais les pieds velus en eux-mêmes, ils ont un peu voilà, un peu dépassé leur aspect pertinent dans l'histoire. Enfin c'est ce que j'ai ressenti. Et puis en deuxième point, c'est tout le côté arrondir Isildur qui se trimballe un peu dans la pampa de la Terre du Milieu. Et là aussi, ça met un peu de temps avant que les choses avancent. Et c'est un peu dommage parce que notamment Arondir, donc c'est le personnage à gauche dans l'image en bas, qui était là aussi une création originale et qui était un elfe très très cool dans la première saison. Et là, malheureusement, l'actrice avec qui il travaillait beaucoup en première saison, voilà, vu que leur personnage était dans une romance, l'actrice a arrêté son métier en fait de comédienne en fait, donc elle est plus dans la série. Et on a un peu l'impression que ça a un peu coupé le personnage dans son élan. Donc il est un peu plus là pour être. Mon casque se coupe en pleine phrase, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, donc du coup voilà Non non non, là c'est juste le casque des fois il se déconnecte. Je sais pas. Donc voilà, voilà, le personnage perd un peu de son élan. C'est dommage, il était très cool en première saison. Il reste cool, hein, les scènes d'action sont sympas, mais un peu moins utile. Enfin, un peu moins avancer les choses. Et pareil pour Isildur, toute une saison pour le faire repartir à Númenor, ça fait un peu long. Et je pense que s'il avait eu un peu plus de temps d'écran, on aurait pu un peu plus développer les trucs. Voilà, donc c'est jamais des trucs qui sont horribles à voir, hein, loin de là, mais c'est vrai que ça freine un peu le tout. Et vu que, ben voilà, globalement, vu que la série
est quand même sur une amélioration hein, par rapport à la première saison. Voilà, les points qui font un peu plus tâche, c'est un peu dommage, voilà, dans une progression aussi. Alors c'est pas non plus, voilà, mais c'est quand même, on s'améliore. Et c'est aussi l'intérêt en fait hein, de faire persister une série. Surtout en ce moment où il y a quand même beaucoup de séries qui se voient annuler au bout de une ou deux saisons alors qu'on n'a même pas eu le temps d'arriver à son plein potentiel. Voilà, c'est bien de voir un peu une série qui, même si dans la première saison a pas marché à fond sur tout ce qu'elle voulait faire, elle a le temps de voir corriger plein de choses et si la série continue dans ses, je crois que c'est prévu pour 5 saisons, si tout se passe bien, si la série continue dans cette voie-là, voilà, je pourra que attendre mieux de la prochaine saison. Que voilà, c'était plutôt pas mal. Si vous aimez la fantasy, je vous conseille bien évidemment. Si vous n'aimez pas, bon bah je pense que ça va pas être votre délire. Mais voilà, meilleur que la première saison, meilleur que la saison 2 de House of Dragon, qui là pour le coup est plus dans une pente descendante. Donc voilà, j'ai été surpris moi de préférer la saison 2 du Seigneur des Anneaux à House of Dragon, mais bon, on est là, c'était bien, c'était beau, il y avait des chansons sympas, voilà, dans l'esprit de Tolkien. Donc, si vous êtes dans le délire, je ne peux que recommander. C'était cool. C'est l'heure du J-Dej. Ouais, je vais de nouveau couper l'enregistrement.